Russie pour participer au sommet élargi des BRICS. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré le vice-premier ministre russe Alexandre Novak. Le gouvernement fixe l'objectif d'une croissance du PIB d'environ 6,5 à 7% en 2025. La province montagneuse de Lào Cai met en œuvre des solutions radicales pour achever le programme d'élimination des logements précaires. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le président de la République, Lương Cường, et le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, ont visité ce mercredi matin à Hanoï une exposition thématique intitulée « Quotidien de l'Assemblée nationale et première élection générale ». Cette exposition, organisée par le Bureau de l'Assemblée nationale, vise à saluer le 80e anniversaire des premières élections générales du 6 janvier 1946. Les premières élections générales pour élire l'Assemblée nationale de la République démocratique du Vietnam furent un événement historique important, ouvrant le processus de construction d'un régime démocratique dans le pays. Le quotidien de l'Assemblée nationale ne fut publié que pendant 21 jours avec 15 numéros. Ce journal a apporté une contribution importante à la communication sur les premières élections générales. Arrivé en Russie pour participer au sommet élargi des BRICS, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré à Kazan le vice-premier ministre russe Alexandre Novak. Les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays connaissent un heureux développement, notamment depuis la visite d'État au Vietnam du président russe Vladimir Poutine en juin dernier. Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam considérait toujours la Russie comme l'un de ses partenaires prioritaires et que les entreprises russes, notamment celles opérant dans le domaine gazo-pétrolier. De son côté, le vice-premier ministre russe a affirmé que la Russie accordait de l'importance au partenariat stratégique intégral avec le Vietnam, qu'elle considère comme un partenaire primordial en Asie-Pacifique. À l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, le président de la Chambre des représentants de Malaisie, Tan Sri Bin Abdul, effectue une visite au Vietnam du 22 au 25 octobre 2024. Les deux dirigeants ont eu aujourd'hui à Hanoï un entretien lors duquel Trần Thanh Mẫn a affirmé que le Vietnam souhaitait promouvoir le partenariat stratégique avec la Malaisie, notamment dans les domaines du commerce et l'investissement, de la technologie, du tourisme, du commerce et de l'énergie. Les deux parties devraient porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 18 milliards de dollars. Le Vietnam salue la politique de la Malaisie dans le traitement du dossier de la mer orientale en se basant sur le droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982. Dans le plan de développement socio-économique prévu pour 2025, le gouvernement fixe l'objectif d'une croissance du PIB national d'environ 6,5 à 7%, voire plus. Avec cette dynamique de croissance, la taille de l'économie vietnamienne en 2025 pourrait atteindre 500 milliards de dollars. Il s'agit d'une étape importante pour renforcer la position économique du Vietnam dans la région et dans le monde. Selon les statistiques, jusqu'à présent, l'objectif d'une croissance d'environ 7% pour cette année est tout à fait réalisable, créant ainsi une base solide pour l'année prochaine. Le taux de croissance du PIB sur 9 premiers mois de l'année a atteint 6,82%. La possibilité d'atteindre environ 7% pour l'ensemble de l'année est tout à fait réalisable, vu les moteurs de croissance solides comme l'investissement, la consommation et les exportations en hausse constante. En 2023, la taille du PIB vietnamien a augmenté de 3 places par rapport à 2020, se classant au 34e rang mondial et au 5e rang dans la région de l'ASEAN. Avec ce rythme de croissance, le PIB par habitant devrait atteindre environ 4 900 $ l'année prochaine, soit une augmentation de près de 32% par rapport à 2021. Le budget destiné aux investissements publics s'élève à 2,7 millions de milliards de dong, alors qu'en 2011 à 2015,
Ce montant n'était que 900 000 milliards de dong. Nous avons achevé la construction de plus de 2100 km de routes et le système de lignes électriques de 500 kV. C'est un résultat incroyable. Au fur et à mesure de l'expansion de l'économie, l'accès à des prêts préférentiels devient plus strict. Mais actuellement, les bailleurs de fonds internationaux se concentrent de plus en plus sur les efforts internes et les perspectives à long terme des pays bénéficiaires. Le gouvernement vietnamien s'efforce d'élaborer des réglementations juridiques liées à l'APD, ce qui permet de rassurer les donateurs bilatéraux tels que la JICA et les organisations internationales. L'un des 11 groupes de tâches clés du gouvernement pour 2025 est de réaliser des percées en matière de réformes institutionnelles. Une gestion stricte doit aller de pair avec l'innovation, la mobilisation de ressources et la création d'un nouvel espace pour le développement. Le secteur privé doit être plus ouvert afin que nous puissions mobiliser non seulement l'esprit d'entreprise mais aussi les ressources et les forces motrices des entreprises. En termes d'institutions et de politique, il reste encore de nombreux obstacles. La stabilité macroéconomique du Vietnam est l'un des facteurs les plus hautement appréciés par la communauté internationale. L'inflation est bien maîtrisée depuis près de 10 ans. La balance commerciale est continuellement excédentaire. Le contrôle des dépenses excessives et des dettes publiques aide le Vietnam à disposer d'une bonne marge de manœuvre pour mobiliser des ressources pour le développement. Le marché halal compte plus de 2 milliards de personnes. C'est un marché très prometteur des produits agricoles vietnamiens. Par conséquent, pour exploiter ce marché, les entreprises vietnamiennes s'efforcent non seulement de respecter les normes halal, mais aussi d'améliorer leur compétitivité afin d'élargir leur part de marché. Les fermes avicoles et les abattoirs certifiés halal sont de plus en plus courants dans tout le pays, en particulier dans la région du Sud-Est. Pour étiqueter les produits carnés comme halal, ces installations doivent répondre à des exigences islamiques strictes concernant les sources d'alimentation, les processus de soins, l'abattage, la transformation et l'emballage. Lors de l'abattage et de la transformation, nous ne sommes pas autorisés à utiliser des substances interdites. C'était assez difficile au début, mais une fois que c'est devenu une routine, c'est devenu plus facile. Actuellement, le département de la santé animale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a négocié avec le Nigeria et l'Arabie saoudite. Il a aussi hâte d'exporter des produits de l'élevage vers de nombreux autres marchés musulmans. Certaines entreprises ont ciblé le marché halal, c'est pourquoi nous avons contacté des pays musulmans pour obtenir des informations sur leurs conditions d'importation. Selon Cognity Market Research, le marché mondial des aliments halal devrait dépasser 2,5 milliards de dollars cette année et atteindre 4,9 milliards de dollars d'ici 2031, ce qui présente des opportunités importantes pour les entreprises vietnamiennes. Le Pakistan compte plus de 200 millions d'habitants, dont 90% sont musulmans. La demande de produits halal est donc énorme. Nous sommes prêts à aider les entreprises des deux côtés à relier l'offre et la demande, afin que les produits répondant à la norme halal du Vietnam soient disponibles au Pakistan. L'obtention de la certification halal reste l'un des défis majeurs pour les entreprises, car les normes ne sont pas uniformes dans les pays musulmans. Les produits vietnamiens sont également confrontés à une forte concurrence de la part des pays déjà implantés sur le marché halal. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes doivent être bien préparées pour saisir les opportunités de ce marché. La 16e conférence internationale sur la mer orientale s'est ouverte ce matin dans la ville de Hạ Long, province de Quảng Ninh, ayant pour thème « Naviguer dans les récits, nourrir les normes ». Cet événement de 2 jours attire la participation de près de 50 experts de 23 pays et d'organisations internationales, ainsi qu'environ 100 délégués vietnamiens. La conférence transmet un message fort concernant la mission de protection des valeurs précieuses que sont la paix, la stabilité et la prospérité commune en mer orientale. Récemment, la candidature du Vietnam au poste de juge au tribunal international du droit de la mer pour le mandat 2026-2035 démontre un engagement fort et résolu du Vietnam en faveur du respect de la Charte des Nations Unies et du droit international en général.
Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a signé mardi une décision sur la création du comité de pilotage national sur l'élimination des logements précaires et délabrés pour les ménages pauvres. Ce comité, dirigé par le Premier ministre lui-même, a pour tâche de donner des conseils et de proposer des plans, des solutions et des méthodes efficaces pour que toutes les maisons précaires et délabrées dans l'ensemble du pays soient supprimées d'ici le 31 décembre 2025. À l'heure actuelle, plus de 315 000 ménages pauvres ou presque pauvres ont encore besoin d'aide au logement. La campagne nationale visant à supprimer les maisons temporaires et délabrées est fortement soutenue par les localités à travers le pays. Dans le district frontalier Simacai de la province de Lào Cai au nord, 70% des maisons précaires ont été remplacées par des maisons solides. C'est le résultat des efforts conjoints des autorités locales et des habitants afin de mobiliser les ressources pour financer la construction de nouvelles maisons solides pour les foyers pauvres. Habitant dans une maison précaire au pied de la montagne, la famille de Cư Seo Lo doit souvent déménager chaque fois qu'il pleut. Grâce au soutien des autorités locales, sa famille est en train de construire une nouvelle maison qui se trouve sur un nouvel emplacement plus sécurisé. J'utilise du ciment, du sable et des graviers. La fondation de la maison est bétonnée avec de grosses pierres comme ça. Notre famille apprécie énormément le soutien apporté par les autorités locales. Cette politique du parti et de l'État nous donne de la motivation pour l'avenir. À présent, dans le district de Simacai, 855 maisons temporaires et délabrées ont été remplacées par des maisons solides, soit 2/3 de l'objectif fixé. Le coût de construction d'une maison solide est estimé à 200 millions de dong. Le budget local finance à hauteur de 44 millions de dong. Le reste doit être mobilisé de différentes sources. Nous avons proposé au Front de la Patrie du Vietnam d'allouer 6 millions de dong supplémentaires. Chaque famille reçoit donc 50 millions de dong pour financer une partie du coût de construction. Afin de mettre en œuvre le programme de suppression de logements temporaires, nous faisons appel à des organisations caritatives, des banques et la communauté. L'objectif est qu'il ne reste plus de maisons temporaires et délabrées dans le district d'ici la fin de l'année. Avec le soutien de l'État, les habitants des zones montagneuses et frontalières sont motivés à échapper durablement à la pauvreté. Actuellement, de nombreux ménages à Ho Chi Minh Ville n'ont pas cédé leur terrain pour le projet d'expansion de la route nationale 50. Cela affecte non seulement l'avancement du projet, mais également l'avancement du décaissement des capitaux d'investissement public. Cette localité s'efforce de résoudre les problèmes afin d'éliminer les difficultés de ce projet. État de lieu. Il y a encore 11 ménages dans la zone de dérangement pour le projet d'expansion et de modernisation de la route nationale 50 qui n'ont pas encore cédé leur terre. Il s'agit de cas de projets immobiliers appartenant à 4 entreprises. La raison en est que certains ménages ont du mal à déclarer leur héritage. Certains ménages demandent une indemnisation foncière assez élevée par rapport à la réalité, même 10 fois supérieure au plan de compensation proposé. Nous devons expliquer aux gens les avantages du projet. De nombreuses politiques ne peuvent pas être modifiées. Cette zone est constituée de terres agricoles et de terres marécageuses sans infrastructure. C'est pourquoi elles ne peuvent pas être de grande valeur. Une fois cette route dégagée, le terrain aura une plus grande valeur. Le district de Binh Chanh et les entreprises doivent prendre des décisions plus flexibles afin que les gens puissent rapidement accepter de céder les locaux, comme la prise en charge des frais de déménagement et de démontage de l'architecture.
Nous devons rendre compte des résultats au comité et rédiger un procès-verbal approprié. La rédaction de procès-verbaux et d'accords clairs permet d'accélérer les procédures. Dans de nombreux cas, des mesures foncières sont nécessaires pour mettre en œuvre le projet. Les centrales électriques, les puits d'eau et les infrastructures techniques ont également été entièrement résolus par les unités. Cela montre que le projet de la route nationale 50 sera mis en œuvre dans les délais prévus. Selon l'investisseur du projet, si en octobre, le projet dispose suffisamment de terrain, d'ici décembre, l'autoroute 50 sera achevée et mise en service. Mais compte tenu des problèmes actuels, le projet vise à remettre le site pour construction en novembre. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural promeut la mise en œuvre du projet Amélioration de la santé des terres et de la gestion de la nutrition des cultures jusqu'en 2030 avec une vision pour 2050. L'objectif du projet est d'améliorer l'efficacité de la gestion étatique de la qualité des sols arables et de la nutrition des plantes, car la dégradation des terres due à des pratiques agricoles atteint un rythme alarmant. Le Vietnam compte actuellement près de 120 000 hectares de terres agricoles dégradées, notamment des terres à fertilité réduite ou érodées. La superficie des terres de mauvaise qualité représente 12% de la superficie totale des terres naturelles. Selon les scientifiques, le sol est une entité vivante, mais une utilisation excessive d'engrais et de pesticides a provoqué la dégradation de sa structure. La réhabilitation des terres est très difficile. Les conséquences seront très graves. Lors de la conférence, le concept de sol sain a été clarifié. Les scientifiques affirment qu'il faut réglementer les composants biologiques qui doivent être présents dans les terres arables. Les engrais intelligents et l'amélioration des sols doivent également être encouragés. L'Assemblée nationale s'apprête à voter une loi portant la TVA sur les engrais à 5%. Les plants de riz absorbent plus de 14 éléments nutritionnels du sol, mais les agriculteurs n'appliquent que des engrais NPK. L'agriculture excessive est à l'origine de la baisse de la fertilité des sols. La constitution d'une base de données sur la qualité de 25 types de sols en tant qu'outil de classification et d'évaluation est très importante. Nous améliorons la capacité du laboratoire et prélevons des échantillons pour améliorer le processus de culture. Les agences compétentes doivent s'efforcer de concentrer leurs ressources et leurs finances. L'un des objectifs du projet est de standardiser le processus agricole pour chaque qualité de sol et d'utiliser les engrais de manière plus rationnelle. Selon le département de la protection des plantes, l'utilisation d'engrais organiques a augmenté pour atteindre près de 3 millions de tonnes. S'appuyant sur le cadre juridique du projet d'amélioration de la santé des sols, le Vietnam vise à constituer un système de ressources humaines scientifiques spécialisées dans le domaine des sols. Il y a 70 ans, le 10 octobre 1954, la commission militaire de Hanoï et les pionniers de la division 308 ont marché vers le centre de Hanoï à travers une forêt de drapeaux et de fleurs après 9 ans de résistance. Il s'agit d'un événement historique marquant la fin de la résistance contre les colonialistes français. Des photos très spéciales ont été prises ce jour-là. Dans le vieux quartier de Hanoï, nous avons rencontré des personnes qui ont eu la chance de témoigner de ce moment historique. Le 10 octobre 1945, cette photo a été prise devant la maison numéro 78 rue Hang Dao. Cette femme, 12 ans à l'époque, a accueilli avec enthousiasme le retour des soldats vainqueurs après 9 ans de résistance. Mon père était un officier opérant dans le centre-ville. Alors, le jour de libération de la capitale, il était très heureux. Il m'a dit d'aller à la rue Hang Ma acheter des papiers colorés pour décorer la façade de notre maison.
Ma sœur et moi, nous avons travaillé presque toute la nuit pour finir les décors. Toute ma famille était très heureuse de saluer les soldats. Monsieur Lê Sư était à l'époque un jeune homme de 17 ans. Il est maintenant le mari de Madame Huong. C'est lui qui a pris cette photo, la rue Hang Dao, le jour de la prise de contrôle de la capitale. Le gouvernement révolutionnaire a chassé les colonialistes pour nous apporter l'indépendance et la liberté. Alors, presque tous les Hanoïens sont descendus le long de rues pour saluer les troupes de soldats. C'était un événement sans précédent. Cette photo immortalisant un moment historique du peuple est devenue un souvenir sacré de la famille de Monsieur Sư. À ce moment historique, mon petit frère était à mes côtés, sur le trottoir. 10 ans plus tard, il est parti pour le front du Sud, combattre les impérialistes américains. Il est mort pour la patrie. Alors pour ma famille, cette photo est d'une valeur inestimable. Également dans le vieux quartier de Hanoï, cette photo spéciale occupe une place solennelle à côté de l'autel des ancêtres de la famille du professeur agrégé Hoàng Văn Sơn. La photo capture le moment où le docteur Hoàng Thủy Ba, alors président de l'Association des médecins vietnamiens du Nord, a offert des fleurs à l'oncle Ho après la prise de contrôle de la capitale. La photo a été remise à la famille par le docteur Trần Duy Hưng, alors vice-président du comité d'administration militaire de Hanoï. Cette photo montre que l'oncle Ho avait une grande affection pour les habitants de Hanoï. Il a dit que les Hanoïens devaient servir d'exemple pour tout le pays. Mon père a beaucoup respecté l'oncle Ho. De toute sa vie, il a été un intellectuel exemplaire, dévoué. Au cours de ces 7 décennies, de nombreux moments spéciaux de Hanoï sont entrés dans l'histoire. De nombreux Hanoïens sont partis au front et ne sont jamais revenus. Les générations de Hanoïens continuent de contribuer au développement de la ville tout en promouvant les belles traditions de la capitale. Hanoï est depuis longtemps une source d'inspiration inépuisable, non seulement pour les Vietnamiens, mais aussi pour les étrangers. De nombreuses œuvres photographiques honorent la beauté de la capitale d'un point de vue très personnel. À travers la photographie, les étrangers montrent leur amour pour Hanoï et le font connaître au monde entier. La joie d'accueillir la naissance d'un bébé en temps de guerre, des abris anti-bombes sur trottoir, des rues vides avant et après chaque raid aérien, ou l'enthousiasme des Hanoïens au travail et dans la lutte pour la réunification du pays. Les photos de Hanoï en temps de guerre, prises par l'artiste allemand Thomas Binhardt, ont touché le cœur des dizaines de millions de personnes. J'ai essayé de retourner au Vietnam autant que possible, malgré les tensions et les dangers en temps de guerre. Je savais que je pourrais mourir, mais je me suis dit qu'il fallait vaincre la peur pour accompagner les Vietnamiens et faire connaître au monde les souffrances des Hanoïens, qui sont toujours résilients dans mes photos. Thomas est parmi les nombreux photographes étrangers qui ont été émerveillés par Hanoï. Ils ont capturé la beauté simple et charmante de Hanoï pendant la guerre puis pendant la période de subvention. Dans les années 1980, l'ancien ambassadeur adjoint britannique John Ramsden a pris des milliers de photos de Hanoï. Malgré toutes les difficultés, Hanoï était très belle à l'époque. Les Hanoïens avaient une dignité et un courage extraordinaires, ils préservaient les valeurs traditionnelles d'une manière étonnante. Les temples restaient ouverts et les fêtes traditionnelles étaient toujours nombreuses. À ce jour, Hanoï continue de fasciner de nombreux photographes étrangers. Pour le photographe américain Peter Steinhauer, ces photos des portraits et des immeubles anciens de Hanoï ont été exposées à travers le monde, ce qui lui a valu le prix de meilleur livre de photos de 2007 décerné par le magazine de photographie américain Photo District News. Je vis à Hanoï depuis de nombreuses années et j'ai toujours aimé l'architecture des dortoirs. Cela fait partie de l'architecture et de la culture de la capitale. Hanoï se distingue de toutes les autres métropoles d'Asie. De la guerre à la paix, Hanoï est une ville unique par son architecture, ses coins de rue et la vie quotidienne animée.
Ces caractéristiques ont été et continueront d'être une source d'inspiration inépuisable pour de nombreux artistes internationaux. En fin du journal, découvrons les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.